Bonjour, c'est Drawer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un récap des films que j'ai vus au mois de juin 2025. Je suis à la bourre, mais je vais faire des vidéos pour essayer de rattraper le retard. Là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté. Je vous explique en fin de vidéo pourquoi. Il dit qu'il est à la bourre. Si vous en avez quelque chose à foutre, bien sûr. Alors, c'était un mois assez prolifique, j'ai vu pas mal de films. On commence tout de suite avec The Guest. Donc The Guest, c'est un film d'horreur dans lequel il y a un beau gosse qui est un soldat qui revient de la guerre et qui en fait annonce à sa famille, la famille d'un de ses collègues de guerre, finalement, de la bagarre. Essaye de pas faire la mitraillette. Je sais plus à quelle guerre il était, c'est Irak ou un truc comme ça. Et en gros, il va annoncer à la famille que leur fils est mort. Au front. On va se demander si c'est vraiment quelqu'un qui l'a connu ou si c'est juste un imposteur. Donc voilà, donc c'est le postulat de base. Dans ce film, il y a Maika Monroe, donc Maika Monroe qui est une tête qu'on a vue dans Longlegs, It Follows, tout ça. Watcher, donc elle est un peu habituée des films d'horreur. C'est un peu une scream queen, je trouve qu'elle est excellente comme actrice. Malheureusement, le film est très mal écrit, enfin son personnage en tout cas est très mal écrit, ce qui fait que ses apparitions sont vraiment complètement futiles. Et le film, quant à lui, est assez mid. C'est un film qui se laisse regarder. C'est un film de Adam Wingard. Pour rappel, Adam Wingard, c'est celui qui a fait Blair Witch 2. Bon, déjà pas ouf, il a fait quelques VHS. Il a fait Your Next, qui était pas si mal. Et il a fait les Godzilla vs Kong. Très bizarre, sa filmo. Juste ok, quoi. Donc, on va passer. Ensuite, j'ai vu un spectacle, donc Sarah Silverman, qui est Post-Mortem. Donc, c'est son dernier Netflix special. Elle parle beaucoup de sa famille et notamment de ses parents qui sont en fin de vie. C'est mignon, c'est pas hilarant, mais ça reste un bon spectacle de Sarah Silverman, c'est pas son meilleur en tout cas. Ensuite j'ai vu Baby Girl. Ah oui putain, Baby Girl, alors ça c'est un film avec Nicole Kidman, donc j'ai découvert le Nicole Kidman Universe, à savoir, bon bah c'est Nicole Kidman qui est extra chaude, elle a envie de baiser tout le monde, tous les gens qui passent, elle a envie de les ken. Et dans ce film, en gros, elle rencontre un jeune dans son travail, elle c'est une femme hyper influente dans son métier, c'est quelqu'un qui pèse. Et elle rencontre un gars qui est un petit jeune qui va être stagiaire ou je sais plus quoi. Et en gros, il va l'intéresser et il va la soumettre. Donc c'est un peu un truc de soumission. On pense un peu à 50 nuances de gris, tout ça. Earl Grey, 50 nuances d'Earl Grey, le thé, bien sûr. Je t'adore, tu me fais rire, mais là c'est plus possible. Et donc dedans, il y a Harry Dickinson qui est assez incroyable. Donc Harris Dickinson, c'est celui qui va rendre fou Nicole Kidman. Il a joué dans le film The Iron Claw, qui est aussi un super film, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, et dans Triangle of Sadness. Bref, j'aime bien cet acteur. Mais il y a aussi Antonio Banderas qui joue le mari de Nicole Kidman, qui est bien sûr complètement cocu, et c'est assez intéressant. Alors, le film a une scène qui est pour moi épique, c'est une scène où Nicole Kidman se fait soumettre vénère, et du coup, bon bah c'est assez intéressant de voir Nicole Kidman dans une posture pareille. Elle lèche le sol, hein, je veux dire, c'est vraiment voilà. Mais le film est vraiment pas ouf du tout, franchement, on se fait un petit peu chier. Je sais plus ce que j'ai mis comme... Ah oui, Nicole Kidman est botoxée à un niveau stratosphérique, quoi. Enfin, on sait même plus quand elle sourit. Starring Nicole Kidman, parce que... Ah oui, le jeu de mots est bon, quoi. Nicole Kidman, parce qu'elle nique des kids. Parce que le mec est jeune. Complètement passable, sauf si vous aimez Nicole Kidman et que vous avez envie de voir sa prestation. You seem liberated. I've never experienced anything like this. Good girl. Ensuite, j'ai vu Nosferatu the Vampire avec notre ami Klaus Kinski, film de Werner Herzog. Le film est vraiment très cool. Alors, j'ai pas encore vu le Nosferatu originel de Murnau parce que je me suis endormi devant, j'étais très fatigué. C'est bien de s'endormir, on s'entend une queue même molle contre ses fesses. Et c'est vrai que les maquillages sont pas ouf, j'ai mis que c'était maquillé par Solange, stagiaire chez Royal Kids, effectivement, mais le film est très intéressant, il a une ambiance vraiment gothique, et puis Klaus Kinski gère vraiment, et en plus il y a Isabelle Adjani, et Isabelle Adjani est pour moi le top du cinéma français quand elle se met en scène dans des films d'horreur et tout, je trouve qu'elle est hypnotique. Un peu comme Isabelle Huppert, elle est plus dans des thrillers, voilà. J'ai passé un très bon moment et je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, donc c'est toujours le mythe du vampire, hein, comme on le connaît tous. Voilà, c'est quand même bien mieux que le Nosferatu de Eggers en tout cas. Si vous devez en voir un, voyez celui-ci plutôt que celui d'Eggers que j'ai personnellement détesté.
parce que Lily Rose Depp, quoi. Ensuite, j'ai vu Lost Bullet. Alors, Lost Bullet est un film que j'ai découvert sur Netflix. Alors, j'avais envie d'un film un petit peu no-brain. Donc, film de Guillaume Pierret avec Alban Lenoir. Donc, c'est un film Et oui, et il y a Ramsey aussi. Et c'est un film de bagnole, quoi, en gros, et de casseur, un gars qui est un mécano. Je me rappelle même plus du film, en fait, je veux pas vous mentir. Mais surtout, moi, ce qui me frappe dans ce film, en fait, c'est qu'il a été tourné pas loin de chez moi à Sète, bon, moi je suis de Montpellier, hein. Mais voilà, donc on voit un petit peu les décors du sud. Le sud char qui met char, putain. Je suis marseillais, moi. Et c'est sympa, franchement, il y a des scènes d'action, des scènes de cascade, des scènes de bagarre, même avec Alban Lenoir, qui sont vraiment pas mal. Donc en vrai, c'est vraiment sympa, ça se laisse regarder. Et il y avait un abonné qui m'avait dit, ouais, regarde-les, tu verras, c'est cool. Ils en ont fait 3, je sais plus combien, mais en tout cas, on va regarder combien ils en ont fait. Il y en a 3. Hein. Last Bullet, c'est le dernier. Je les ai pas vus encore, mais peut-être que j'irai les voir parce qu'en vrai, c'est un moment divertissant. Si t'as pas envie de te prendre la tête, et je regarde beaucoup de films qui me prennent la tête. J'ai ensuite vu Final Destination, le dernier qui est sorti, le Bloodlines. Je l'ai trouvé très sympa. Franchement, ça reprend bien le principe de la franchise. À savoir, donc c'est la mort qui vient te chercher, et donc à chaque fois ça fait un espèce d'effet domino, effet papillon. Une pièce qui va tomber va faire tomber un lustre, qui va faire tomber les gens, qui va faire... En gros, ça va... C'est la mort qui vient te chercher littéralement, qui vient te tuer. Et celui-ci a des morts assez spectaculaires, et je trouve qu'il a les morts les plus spectaculaires qu'on ait pu voir dans la saga des Final Destination. C'est réalisé par Zach Lipovski, que j'ai eu la chance de rencontrer dans un festival, je crois que c'était le festival à Bruxelles du BIF, pour son film Freaks, qui est aussi très très bon. Vous pouvez regarder une espèce de film de super-héros avec des enfants. Et celui-ci, moi je l'ai trouvé vraiment cool, quoi. Et en plus, on retrouve le regretté Tony Todd qu'on peut voir ici, qui nous a quitté malheureusement. On voit qu'il est quand même bien amaigri et tout. Un film un peu, voilà, c'est un petit bonbon, et franchement c'est fun à regarder avec des copains. Et j'ai la lumière qui s'éteint en plein tournage. Attends, je dois avoir une autre batterie. Et là, il n'y a plus de batterie, bien sûr. Il n'y a plus de batterie, elle n'était pas rechargée. Pire youtubeur. Donc ouais, Final Destination Bloodlines est un bon film. Je vous le conseille. On passe au suivant. J'ai vu Get Out Your Handkerchiefs. Alors ça, qu'est-ce que c'était, putain? Ah oui, Préparez vos mouchoirs. J'ai revu Préparez vos mouchoirs. Donc film de Blier qui nous a quittés avec Gérard Depardieu et Patrick Deher. C'est encore toujours une histoire de trio amoureux avec une meuf dépressive qui n'arrive pas à rendre amoureuse, qui n'a aucune émotion. Et donc du coup, Depardieu, il y arrive. C'est très bizarre comme pitch. Il va la voir au début dans un resto. Il fait, écoute, moi ma femme, ma couille, ma femme, ah ben, je te la donne. Il faut que tu la fasses sourire. Moi je l'aime, mais je n'y arrive pas. Elle est complètement blasée avec moi. Et donc Deher est là, il sait pas. Bon, j'ai mis très mal Deher, mais Deher va lui dire, écoute, ok, je vais m'en occuper, mais je vais la baiser par contre. Attention, je vais la baiser. Donc effectivement, il la ken, elle se retrouve un petit peu un sens à sa vie, et c'est joué par Carole Laure. Il y a aussi Michel Serrault, tiens, et le film a des dialogues qui sont savoureux parce que c'est Bertrand Blier qui est un excellent dialoguiste. Tu veux boire un coup? Non, non, merci, non. Comment ça, non merci? Tu vas peut-être essayer de nous faire croire que t'es pas picoleur. Y'a qu'à regarder ta tronche, une vraie réclame pour Casanis. Mais il y a des trucs un peu bizarres avec un garçon de 13 ans. Il y a toujours des trucs un petit peu bizarres comme ça dans les films de Blier. Mais si t'es ok avec un peu ces trucs un peu fantasques, on va dire, c'est un très bon moment. Et c'est le film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger, si je dis pas de conneries. Carole Laure remplace Miu Miu parce qu'elle a été séparée de Patrick Deher. Ok, d'accord. Donc le film a eu l'Oscar du meilleur film étranger à la 51e cérémonie des Oscars. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, eh ben, allez-y, c'est quand même... Ça, c'est le genre de film, alors c'est très cliché de dire ça, mais c'est le genre de film qui serait difficile à faire aujourd'hui, avec les mœurs actuelles. On ne peut plus rien dire. Ensuite, j'ai vu le film Pig, qui est un film iranien de Mani Adjidji. je sais pas si je le dis bien. C'est un film sur un serial killer qui bute des réalisateurs, et il y a un réalisateur qui est pas la cible du serial killer. Du coup, il est là, ouais putain, moi je suis pas un réalisateur ou quoi? Pourquoi on me tue pas moi, en fait? Pourquoi il s'attaque pas à moi? Donc il va essayer de faire en sorte d'être la cible du serial killer. Le film est chiant, le film est trop long, le film est complètement passable. En tout cas de mon côté, je suis passé à côté. Il n'y a pas des notes extraordinaires. Ensuite, j'ai vu, alors là, The Look of Silence. Ça, c'est incroyable. Écoutez bien, parce que ça, il faut absolument que vous le voyez. C'est un film documentaire de 2014 qui parle d'un opticien qui décide d'aller interviewer des tortionnaires de la guerre d'Indonésie qui a eu lieu en 1965-66. C'est écrit dans le pitch. Et en fait, son frère aîné est décédé pendant ces massacres.
Donc déjà, vous allez en apprendre un peu plus sur les massacres de cette hécatombe dont on parle très peu, je trouve, dans les livres d'histoire. J'en avais pas entendu parler pendant mes cours d'histoire. Alors l'histoire est quand même complètement dingue. Et donc, il va interviewer les bourreaux de son frère. Et les bourreaux du frère sont dans le déni total et ils sont encore au pouvoir. C'est ça le pire. Donc le film est un espèce de diptyque documentaire qui était avec The Act of Killing, qui est aussi un chef-d'œuvre, mais d'une folie incroyable. Donc un documentaire aussi que je vous invite à voir, où le gars refait un film sur les massacres, pareil, indonésiens. C'est complètement fou, c'est hyper émouvant. Franchement, c'est poignant, et je pense qu'en termes de documentaire, c'est difficile de faire mieux et de faire aussi ballsy, quoi. Le gars va confronter les bourreaux de son frère qui sont encore au pouvoir. Pouf, c'est complètement fou. The Look of Silence, chef-d'œuvre absolu. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Tak bisa kita bayangkan ya. Ensuite, j'ai vu Wild Foxes. Donc ça, c'est quoi déjà? La danse des renards. Alors ouais, j'avais trouvé ça ok, mais j'en ai plus trop de souvenirs, ce qui n'est pas bon signe. Alors ah oui, je m'en souviens vite fait. Donc c'est un film avec un jeune boxeur qui est dans un club avec d'autres boxeurs garçons et il va avoir un accident et puis il va être moins fort et puis du coup il va y avoir ce truc avec ses copains, la jalousie, machin. Ouais, c'est sympa, c'est bien filmé, c'est bien réalisé, mais l'histoire ne m'a pas vraiment marqué. Je l'avais vu en présence d'un des acteurs, qui est le réalisateur des Chiens de la Casse, donc j'ai oublié le nom aussi. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez passable. Ensuite, j'ai vu Hercule à New York. Donc ça, c'est un film, je crois que c'est le premier film de Schwarzy. Et donc en gros, il joue Hercule, envoyé du royaume des dieux sur Terre. Et il est à New York, puis donc il rencontre des malfaiteurs, et puis c'est fait avec 3 sous, mais il y a des scènes de bagarre assez marrantes, et puis c'est Schwarzy qui est à l'écran, donc ça fait toujours plaisir de le voir. Donc c'est Schwarzy qui monte ses gros muscles, c'est vraiment Schwarzy à son prime, à l'époque où il faisait énormément de gonflettes, et donc voilà, donc ça permet de le faire découvrir au grand public. C'est un nanar, je l'ai vu en VHS, c'est pas un bon film, mais c'est rigolo. Arnold Schwarzenegger in his first feature film role. Does this mean I have Zeus's permission to leave? It means you will stay, and I don't wish to hear another word on the subject. I won't stay. He's tired of playing among the gods. Perhaps this will teach you respect for your elders. Now he's on his way to the Big Apple. 28 Years Later, c'est un film de Danny Boyle dans lequel il y a un garçon qui va amener sa mère malade voir un supposé médecin qui est encore en vie et qui survit, mais le mec est complètement fou, il a perdu les pédales, et du coup il va essayer d'aller soigner sa mère, quoi. Donc, mais bien sûr il y a une infestation de zombies, et il va sortir de son village pour aller trouver ce médecin. Et donc voilà, donc c'est le premier épisode, parce qu'il va y avoir une suite, parce que la fin est ouverte. D'autres gens qu'on va retrouver dans la suite, il y a déjà je crois un trailer qui est sorti, ça va partir plus en torture qu'autre chose, bon bref, et c'était vraiment très bien. Donc un film de Danny Boyle, c'est toujours bon à voir, d'autant plus il a été écrit par Alex Garland que j'adore, qui avait fait Ex Machina, plein d'autres choses, Civil War notamment, Civil War chef-d'œuvre. Et donc du coup, ouais, je suis assez impatient de voir la suite, 28 Years Later. Donc ouais, c'est le Temple des Morts. Il sort quand, s'il vous plaît? Il sort le 6 janvier déjà. Waouh, ça va arriver vite, ça va arriver très vite. Ça c'est cool qu'ils sortent des films assez rapprochés, qu'on n'ait pas à attendre 46 ans pour les voir. Ensuite j'ai vu Dear Woman. Alors Dear Woman, c'est pas vraiment un film, c'est un espèce de moyen métrage de John Landis qui fait partie de la saga des Masters of Horror que j'avais repris, mais que j'ai arrêté là. Putain, faudrait que je m'y remette, mais ouais, en fait c'est des films qui sont assez humides et qui font très téléfilm. Donc du coup c'est vrai que ça m'a pas hypé énormément. Donc ça c'est une femme qui se transforme en espèce de cerf, quoi, et qui attaque les hommes. Alors c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'est donc déjà il y a la transformation de la femme qui est assez impressionnante, mais c'est une scream queen, une final girl qui est hyper intéressante et qui est intelligente. Ça c'était plutôt pas mal. Ensuite j'ai vu Jennifer. Alors Jennifer était pas mal celui-là aussi. Donc oui, j'ai mis les maquillages de Nico Tero, c'est lui qui a fait les maquillages de Walking Dead si je dis pas de conneries. Casino Royale, Inglourious Bastard, Walking Dead, c'est ça. Donc c'est un film de Dario Argento. Alors c'est pareil, hein, saga maître de l'horreur. Et en fait il y a une meuf qui a un corps absolument merveilleux, mais une tête affreuse. Le mec décide quand même de la ken. Et ben ça va mal se passer parce que évidemment elle est complètement zinzin.
Ensuite, j'ai vu Incident on Mountain Road. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est la saga des maîtres de l'horreur. Donc là c'est le slasher par excellence de Don Coscarelli, donc celui qui a fait Les Fantasmes. Totalement mid, voire pas ouf. Mais là encore une fois, la Final Girl est très smart et donc du coup ça fait plaisir. Ensuite, j'ai vu The Monopoly of Violence. Donc ça, c'est un documentaire sur les gilets jaunes et les violences policières. Donc c'est un film qui avait pas mal fait parler de lui à l'époque, fatalement. Et du coup, voilà, un pays qui se tient sage en français. Je trouvais ça vraiment ok. J'ai trouvé que les intervenants étaient un peu redondants des moments. Donc il y avait la vision des policiers, la vision des citoyens, des gilets jaunes, de ceux qui ont été amochés, qui ont perdu des yeux et tout. Donc il y a des trucs qui sont assez poignants, des trucs qui sont assez intéressants, mais de manière sur le long terme, ça se répète, quoi. Ensuite, j'ai vu Hail Satan, donc j'étais dans ma période documentaire, hein, clairement. Hail Satan, il crée le culte de Satan et des satanistes en fait en Amérique, et ils veulent le faire reconnaître comme étant un vrai culte. Il y a ceux qui aiment Dieu, il y a ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui sont athées, et il y a les satanistes du coup qui croient en Satan et qui glorifient Satan. Assez bien foutu, et surtout que ça va hyper loin parce qu'ils vont créer la statue que vous voyez là, qui est magnifique, donc ils vont faire sculpter ce truc parce qu'en fait il y a des figures religieuses qui sont mises en place sur les terres américaines évidemment, et ils veulent remplacer ces monuments par pourquoi pas des monuments satanistes, parce qu'après tout la liberté des religions, tout ça quoi. Très intéressant, et j'ai passé un très bon moment. Donc ça pareil, Hail Satan, c'est un truc à voir. We're not what you think we are. Ensuite j'ai vu Things to Come. Ah oui, donc ça c'est un film avec Isabelle Huppert. Putain, j'en ai plus aucun souvenir de ce film. Pourquoi j'ai regardé ça? Alors très probablement Isabelle Huppert qui a une relation amoureuse avec un jeune, comme dans 80% de ses films. Mais ouais, j'en ai aucun souvenir, je suis désolé, vraiment, je vais être honnête avec vous. Hein. Si j'en ai aucun souvenir, c'est que vraiment, c'est pas bien. Sachant que j'adore Isabelle Huppert. Hein. Ensuite, j'ai vu le spectacle de Sarah Silverman, A Speck of Dust, qui est pour le coup un super spectacle, qui est probablement le meilleur que j'ai vu d'elle, peut-être aussi celui qui est le mieux noté d'elle en 2017. Je crois qu'il est sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, il est vraiment bien écrit et interprété. Ensuite, je me suis refait les Chucky. Donc Chucky, j'en avais plus trop de souvenirs parce que je les ai vus assez jeunes. Et en fait, ça passe toujours bien aujourd'hui. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même ancré dans la culture du cinéma d'horreur, avec ce tueur qui se fait réincarner dans une poupée. Donc c'est un film avec du vaudou. Le mec qui fait du vaudou, il incante des trucs et il se retrouve dans la poupée. Et pour en sortir, il faut qu'il arrive à transférer son corps. Du coup, il rencontre un enfant parce que la poupée est offerte à un enfant. Et donc il y a vraiment ce truc d'animatronique avec la poupée Chucky qui est hyper creepy. Et l'enfant d'ailleurs joue super bien. Et donc j'ai fait le parallèle avec Shining parce que il y a vraiment un parallèle avec Shining. Vraiment le gosse, c'est le même gosse que Shining. Je crois qu'il s'appelle Danny et tout. Donc ouais, le film est sympa. Hein, c'est vraiment un film à voir parce que Chucky est une icône du cinéma d'horreur. D'ailleurs Tom Holland est le réalisateur de Fright Night aussi, qui est un film assez sympa. J'ignorais de le savoir. About murder. And there's nothing innocent about child's play. Ensuite, je me suis fait Les Visiteurs, et ça je l'ai montré à mon fils. Alors, j'adore Les Visiteurs parce que c'est une comédie 93, donc quand je l'ai vu j'avais 10 ans, et j'avais adoré quand j'étais petit, c'était vraiment le truc culte, on les faisait tous jour-nuit, ça rendait fou nos parents. Christian Clavier, Jean Reno, ils sont à leur prime. Christian Clavier est hilarant, Valérie Lemercier est super, c'est vraiment un très bon film, et comme je l'ai montré à mon fils, il s'est aussi beaucoup marré. Donc il y a plein de trucs où il captait pas parce qu'il y avait des références par rapport au Moyen-Âge, par rapport à aujourd'hui, les différences entre les technologies qu'on n'avait pas avant et qu'on a aujourd'hui, et donc tout l'intérêt finalement des visiteurs. On a passé un bon moment en famille à revoir ça, et franchement on s'est marré, et Christian Clavier est très drôle. En fait Christian Clavier est très drôle, hein. Les gens qui disent qu'il est pas drôle, c'est faux, le mec est trop fort. Genre quand il fait « Mais barrez-vous les Romanos !» C'est Christian Clavier qui joue le rôle de Jacquard dans le présent, parce qu'il y a Jacouille qui vient et il y a Jacquard qui est son homonyme du présent. Et donc c'est lui qui dit barrez-vous les Romanos. Il est très drôle avec quand il joue ce petit bourgeois là, excellentissime. Et après j'ai vu Child Place 2, donc Chucky 2. Je l'avais trouvé plutôt pas mal dans le sens où Chucky est un peu plus vénère que dans le premier. Il a vraiment la haine, et puis le fait d'avoir l'âme de ce tueur Brad Dourif
qui est complètement zinzin et qui va être dans le corps d'une poupée, ça crée un décalage, et puis les expressions faciales de la poupée sont vraiment énormes. Le 2 est beaucoup plus vénère, même si l'histoire est pas terrible. Ensuite j'ai vu le Chucky 3, donc le Chucky 3, il est dans un parc d'attractions et c'est quand même vraiment moins bien. Il y a des trucs sympas, c'est fun, ça se laisse regarder, mais c'est quand même beaucoup moins bien que les 2 premiers. Ensuite j'ai revu Parasite, donc là bon bah chef-d'œuvre, hein, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce qu'est le film. Mais je l'ai vu en version 4K, donc je suis un peu un teubé parce que j'ai dit que j'avais pas fait le rapprochement, parce qu'il y a des cafards dans le film, et en fait le film s'appelle Parasite et les cafards sont des parasites, donc du coup le parallèle est évident bien sûr entre le titre et la représentation des vermines et des cafards dans le film. C'est un chef-d'œuvre, hein, chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, rien à dire dessus. J'ai failli voir la version noir et blanc, mais le film a une colorimétrie tellement parfaite que j'avais pas envie de perdre ce truc, et je voulais vraiment profiter du 4K, profiter des couleurs, profiter de cette haute qualité. Et voilà, donc j'ai passé un très bon moment. Et enfin j'ai vu, alors je dis enfin mais il y en a encore 2 autres, The Crisis, donc c'est la crise. Donc ça c'est un film qui était gratuit sur Arte qui propose des films gratuits très souvent, et donc ça vaut le coup d'aller voir. Donc c'est un film de Colin Serrault, et j'avais jamais vu un film de Colin Serrault. La crise, c'est un film où il y a Vincent Lindon qui perd son boulot, qui se fait quitter par sa femme, enfin il y a toutes les merdes. Et en fait, en gros, il va demander de l'aide aux gens et il va se rendre compte que tout le monde s'en bat les couilles et que tout le monde vit sa vie, tout le monde a ses problèmes. Ce qui est un peu une belle analogie de la vie, quoi. Je pense que tout le monde vit sa vie, tout le monde a ses propres problèmes. Et c'est vrai que souvent, on se soucie que très peu des autres. C'est un triste constat. En tout cas, le film a un rythme effréné, un rythme fou, ça ne s'arrête jamais. Je trouve que bon, la réal est un peu dégueulasse, mais le film est hyper intéressant. Donc si vous aimez Vincent Lindon, ce qui est une phrase, peu de gens vont dire « Ah oui, Vincent Lindon, j'adore !» Mais Vincent Lindon est un super acteur, attention, dans Titane, il était incroyable. Dans La Moustache, il est très bien aussi. Bref, c'est un acteur français assez incontournable, donc très très bien. Mais là où le film est surprenant, et c'est là où je vais vous surprendre, parce que c'est pas Vincent Lindon le meilleur dans ce film, c'est Patrick Timsit. Et jamais j'aurais pensé dire Patrick Timsit est le meilleur acteur d'un film. Il joue le rôle d'un SDF qui va se mettre à suivre Vincent Lindon dans ses péripéties et à s'intéresser à lui. Et en fait, il est tellement collant que Vincent Lindon il va dire non mais en fait, lâche-moi, tu me casses les couilles. Sauf que Patrick Timsit, son personnage, s'intéresse vraiment à lui. Il l'écoute, il est là et il y a vraiment cette bonté. Et il est hyper attendrissant, en plus d'être drôle. Donc ouais, Patrick Timsit, très surprenant dans ce film. Et j'avais beaucoup aimé ce duo. Pas quoi, bien sûr que je suis raciste. Et Jamila? Ah oui, mais Jamila c'est pas pareil. Jamila c'est la femme de mon frère. Puis d'abord elle m'a élevé, c'est comme ma mère. Et alors qu'est-ce que tu racontes, que tu peux pas blairer les Arabes? Ah mais c'est vrai que je peux pas les blairer, mais sauf Jamila. Parce que Jamila c'est pas un Arabe, c'est une femme. Et donc là, on va parler de Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles. Le film est une adresse postale. Donc c'est un film de Chantal Akerman, réalisatrice belge, film de 1975, qui est un film hyper important parce qu'il est dans tous les tops, que tu peux voir du monde. C'est un des films les plus importants, on va dire, de cette réalisatrice en tout cas, et puis même de manière générale, c'est vraiment tout le monde s'accorde pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Et effectivement, c'est un chef-d'œuvre, donc c'est un film un peu expérimental et d'avant-garde, quoi. Donc c'est qui vit avec son adolescent chez elle. Et en gros, c'est son quotidien. On va la voir sur 3 jours, donc vraiment, on est sur un truc temporel où on est presque dans de l'hyper-réalisme. On est vraiment dans le présent, le plus que présent. Et cette femme, donc Jeanne Dielman, va essayer... Elle fait ses tâches ménagères, en fait. Elle vit sa vie, elle va faire ses courses, elle s'occupe de son fils, machin. Et elle se prostitue pour subvenir aux besoins de son fils et pour gagner de l'argent. Donc c'est une femme tout à fait normale, hein, ça peut être ta daronne. Et attention, j'insulte pas ta daronne, mais ça peut être ta daronne quand même. C'est son histoire. Et donc c'est sur 2 ou 3 jours, je sais plus. Et donc il y a des moments où on la voit juste peler des patates, faire la vaisselle, voilà, où elle est juste là, elle fait rien, elle range tout. Enfin, ça peut paraître très chiant. Il y a des gens qui trouvent ça horrible et hyper assommant. Mais si tu arrives à te prendre au jeu du film, il y a une vibe assez incroyable où tu es dans le quotidien d'une personne et qui va avoir des trucs qui se répètent fatalement, parce que c'est le quotidien et on fait tous des choses qui se répètent, sauf qu'on sent que son quotidien va se dérégler petit à petit.
elle va oublier de ranger une fourchette à un certain endroit, elle va oublier de faire un tel truc, et petit à petit, cette femme va sombrer dans quelque chose de... Bon, je veux pas vous en dévoiler plus, mais c'est un film qui dure 202 minutes quand même, donc ça, il dure plus de 3 heures, donc c'est assez long. Ne prenez pas votre téléphone portable, essayez de vous l'enquiller, si je puis dire, mais vous n'allez pas tenir, c'est challenge impossible. Malgré tout, le film récompense quand même, et à la fin, on se dit, putain... En fait, je pense qu'il faut être attentif, parce que si tu n'es pas attentif aux détails de Jeanne Dielman, tu ne peux pas apprécier le film, parce que tu ne peux pas voir sa rythmique. Le film est hyper rythmé dans le sens où c'est des actions qui se répètent et qui sont millimétrées. Donc, le quotidien d'une femme avec son fils, tout simplement, une femme qui vit seule. Oh là là, mais je le regarderai probablement jamais à nouveau. Et c'est un film qui est très dur à conseiller. Mais si vous avez envie d'un challenge cinématographique, c'est le meilleur prétendant, je pense. Terminé par The Wailing. The Wailing, donc The Wailing, c'est pas les sauvages, c'est les maudites, truc comme ça. Donc c'est un film de 2024, donc il est assez récent, et en fait c'est une meuf qui se sent observée et qui rencontre d'autres femmes qui souffrent aussi du même truc, il y a une espèce de truc de descendance. Je me rappelle plus trop exactement, mais voilà, il y a une histoire de fantôme, un petit peu, une histoire d'entité fantomatique. Et donc on va essayer de lever le voile sur ce mystère. Le film m'a franchement pas convaincu, mais il a un storytelling qui est assez intéressant. C'est un film espagnol, si je dis pas de conneries. Un film argentin, français et espagnol. Voilà. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film. Donc ça fait quand même pas mal de choses à voir. Donc vous avez, j'espère, retenu les films qui m'ont le plus transcendé, puis j'espère que vous pourrez les voir. Si vous en avez vu quelques-uns de cette liste, dites-moi-le en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée, donc pour vous expliquer pourquoi j'étais pas là ce dernier mois, pour ceux qui sont encore là et qui sont encore présents à la fin de cette vidéo, bah tout simplement, moi c'est ma rentrée en septembre, je suis prof de théâtre et du coup j'ai plein de trucs à faire, et j'avais pas le temps du tout. Et en plus, j'avais ce truc d'un petit peu, je voulais me détox des réseaux sociaux, vraiment. J'arrêtais pas de consulter, de scroller YouTube, Insta et tout, et ça me faisait péter un plomb de la vacuité du truc. Là, si je continue à faire des vidéos, franchement, j'avais songé à arrêter comme plein de fois. Ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, peut-être même 12 ans, peut-être même plus, je sais même plus, je compte plus. Je fais vraiment les vidéos par passion et parce que j'aime bien parler de cinéma avec vous, donc si vous n'êtes pas dans les commentaires, en fait, il y aura plus d'intérêt pour moi, parce que c'est vraiment le but, c'est d'échanger avec vous, savoir aussi ce que vous avez vu, voilà, vous partagez un petit peu mes impressions, et parler de cinéma pour faire en sorte que ça sorte. Peut-être que je m'inscrive dans un club de cinéma, mais il n'y a pas de club de cinéma pour parler de cinéma, c'est quoi ce truc? Faut avoir des copains dans le cinéma ou quoi? Donc j'aime bien ce format, je sais que c'est pas le plus populaire de la chaîne et ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave, c'est celui que je préfère faire en fait, le format de vlog un peu improvisé comme ça, où je vous parle des films que j'ai vus grâce à Letterboxd couplé au truc. Donc voilà, donc si c'est un format qui vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, ben, je suis désolé, mais c'est celui que moi je préfère, donc c'est ce que je vais faire maintenant. En termes de régularité, vous avez vu, ça fait un mois que j'ai pas posté, donc je poste quand j'en ai envie maintenant, voilà. En tout cas, merci pour vos commentaires qui soutiennent, parce que bah, c'est important d'avoir une communauté qui soutient et avec laquelle on peut échanger tout simplement. Voilà, je vous parle de mes états d'âme parce que quelque part, on est tous des humains, même si on est sur l'internet. Il y a quand même beaucoup de choses merdiques sur internet, et même si je vous partage mon avis qui est peut-être celui de 100 autres personnes, souvent je me dis, mais est-ce que mon avis est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine que je partage tout ça? Est-ce que j'ai vraiment une plus-value? Voilà, je doute beaucoup, je vous cache pas, c'est pas grave, c'est aussi ça, le jeu, on évolue tous. Peut-être qu'il faut que je trouve un format qui soit un peu plus adapté à mes envies, quoi, finalement. Parce que ça... Allez, bisous!